Bon, cette séance a pour but de vous présenter Zola, de vous mettre un peu dans l'ambiance et puis de vous faire entrer dans l'univers du roman. Euh, donc du coup, je l'ai intitulé Entrer dans l'univers de Germinal, la mine au temps de la révolution industrielle. Normalement, vous devriez connaître Zola. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on l'a étudié au cours de l'année. Alors pas pour ses romans, mais pour son implication en tant qu'intellectuel. Donc Zola d'abord est un romancier au cœur de son siècle, de son époque, et il va mettre à l'honneur dans son écriture la fin, plutôt le milieu, le deuxième partie du 19e siècle. Alors pourquoi vous devriez connaître Zola? Parce que nous avons travaillé Zola comme une grande figure d'intellectuel de son temps. Il écrit des romans, évidemment, mais il prend aussi part à la vie politique de son époque. Et notamment, il a défendu une affaire judiciaire importante, qui est l'affaire d'Alfred Dreyfus à la fin du siècle. Et de ce fait, en choisissant d'écrire notamment l'article J'accuse qui fait la une de l'horreur, hein, c'est une lettre ouverte au président de la République, hein, qui est un véritable brûlot, une dénonciation de grands représentants de l'armée, mais aussi de l'armée elle-même. Il va mettre en danger évidemment sa vie personnelle et il met en danger sa notoriété, puisqu'à l'époque où Zola prend la défense de Dreyfus, c'est un écrivain déjà très connu. Donc Zola est un auteur engagé qui défend les causes qui lui sont chères, hein, dans la vie réelle, mais c'est aussi perceptible dans ses œuvres, c'est-à-dire qu'il va défendre directement, comme dans les articles comme J'accuse, des causes, donc ça s'appelle de l'argumentation directe, on a déjà travaillé cette notion-là, mais il va aussi défendre dans ses œuvres euh, des causes au travers d'une histoire. C'est ce qu'on appelle de l'argumentation indirecte, je vous le rappelle. Donc ces œuvres romanesques offrent donc un regard éclairé, mais partial, c'est-à-dire qu'il va prendre parti sur son temps. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que vous lirez un extrait dans cette séquence, il ne faudra pas perdre de vue que vous faites face à une fiction qui est là pour créer du plaisir et vous immerger dans un monde, mais aussi qu'il y a une part d'argumentation indirecte chez Zola. Ça, c'est très intéressant à prendre en ligne de compte, puisque c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider dans l'édification d'un plan de commentaires, par exemple, puisqu'on peut travailler l'aspect romanesque, mais aussi l'aspect argumentatif des extraits. Ce que vous devez savoir sur Zola avant d'aller plus loin dans la séquence, même si vous connaissez déjà un petit peu, ce que je vais vous exposer ici, c'est qu'une esquisse, hein, de ce qu'il y a à dire sur l'auteur. Évidemment, je serai obligée de développer davantage tout ce que je vais vous dire un peu plus tard dans les séances. Mais là déjà, je vais vous donner quelques éléments, histoire que vous ne partiez pas à l'aveugle. D'abord, c'est un auteur de la fin du siècle, Émile Zola. Et du coup, il va prendre la suite de grands romanciers des années 1830, comme Balzac, ou encore Zola un peu plus tard. Il va prendre la suite des auteurs réalistes. D'accord? Je vais vous en parler tout de suite après. Euh, c'est un auteur du coup qui va reprendre, on l'a dit, hein, il va reprendre les préceptes, c'est-à-dire les principes du mouvement réaliste, sachant que dans un mouvement réaliste, le romancier est censé être le secrétaire de la société française, c'est-à-dire qu'il est censé enregistrer tout ce qui se passe dans la société dans laquelle il vit, dans sa société à lui. Donc il y a une écriture contemporaine chez les réalistes avec cet objectif de montrer le réel. Donc Zola lui aussi propose une vision du réel, mais va proposer une vision plus scientifique et plus éclairée, vous allez le voir. Et c'est pour ça que, parce qu'il est plus scientifique, on va basculer dans ce qu'on appelle l'écriture naturaliste. Alors, sur quelle science s'appuie Zola? Zola, pour fonder son analyse dans ses romans, va s'appuyer sur la médecine, notamment. Vous verrez qu'il y a des descriptions qui sont chirurgicales, mais aussi il va s'appuyer sur la sociologie. C'est une jeune science à l'époque, mais ça va lui permettre de fonder toute l'organisation de ses personnages et ses propos dans ses romans. Mais je reviendrai là-dessus à la toute fin de cette partie B.
C'est aussi un auteur de la fin du siècle qui écrit sur son siècle, comme les auteurs réalistes, hein, évidemment. Donc comme beaucoup d'auteurs réalistes du 19e siècle, Zola écrit sur son époque. Il va écrire un ensemble de 20 romans entre... Alors ça c'est le temps de son écriture, hein, il va écrire entre 1870 et 1893. Mais Zola ne va pas parler de l'époque entre 1870 et 1893. Il va choisir une époque un peu plus reculée, hein, qui est l'époque du Second Empire. Donc, à l'époque du Second Empire, il va évoquer l'histoire de personnages qui se connaissent ou qui ont des liens de parenté. Il va décider de parler de l'époque qui se situe pendant le Second Empire, l'époque à laquelle Napoléon III devient empereur et est empereur. Donc on est en 1852 et 1870. Et de ce fait, ces 20 romans vont former ce qu'on appelle une saga, hein, aujourd'hui, la saga des Rougon-Macquart. Les Rougon-Macquart, c'est le nom de famille en fait de cette famille dont on va parler et dont vous allez trouver des personnages qui vont devenir les héros de chacun des romans. Et il sous-titre cette saga Histoire naturelle d'une famille sous le Second Empire. D'accord ? Dans naturel, il faut vraiment entendre réaliste, véritable, éclairé, documenté. Voilà. Zola, dans ses œuvres, développe aussi, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, une science qui s'appelle la sociologie, qui est l'étude des mœurs, du fonctionnement de la société. Et son idée principale dans ses œuvres, c'est que l'homme subit l'influence de son milieu. Chez Zola, il y a l'idée que, par exemple, une tare familiale se reproduit sur la génération d'après. Donc il expose l'idée que les tares d'une famille se développent sur une bonne partie des hommes de cette famille. Et là, il va le montrer sur 5 générations. C'est ce qu'on appelle le déterminisme social. Je vous donne un exemple. Vous allez rencontrer Étienne Lantier. Les ancêtres d'Étienne Lantier souffrent d'alcoolisme et vous verrez que Étienne Lantier est assez sensible à l'alcool et qu'il a l'alcool assez véhément. Preuve que c'est une tare qui va se passer de génération en génération. C'est une vision assez pessimiste, évidemment, de la vie, de l'existence. Hein. Il décrit aussi avec précision, il ne fait pas qu'un travail sociologique, hein, il fait aussi un travail historique, Zola. Il décrit avec précision l'époque du Second Empire, à tel point que les historiens se sont appuyés sur les écrits de Zola. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il décrit le fonctionnement de la société. Et il va décrire aussi le développement et l'impact de ce développement sur la société, notamment le développement de la révolution industrielle. Donc, Zola évoque la révolution industrielle. Il évoque la formation d'une classe dont on a déjà parlé, c'est la classe ouvrière, hein, le prolétariat, et avec elle, le développement du syndicalisme, c'est-à-dire un corporatisme qui vise à défendre les petits travailleurs. Il propose aussi une vision de l'urbanisme, c'est-à-dire de l'évolution de la ville, hein, puisqu'on va montrer que de plus en plus de gens vont venir à la ville et que les villes elles-mêmes vont évoluer. Et on va évoquer aussi les nouveaux modes de consommation et notamment les grands magasins. Pour vous offrir un petit rappel, désolée de cette coupure, hein, mais pour vous offrir un petit rappel, j'utilise un document que vous avez déjà en votre possession. C'est la frise chronologique qu'on avait fait sur le 19e siècle, que vous devez déjà avoir, parce qu'on a travaillé, je vous l'avais rappelé, hein, Georges Feydeau avec un fil à la patte en début d'année, d'accord. On avait parlé chez Georges Feydeau aussi de ces deux auteurs de vaudeville, hein, que sont Courteline et Eugène Labiche. Bon, ça, je laisse de côté. Et ce que vous devez retenir ici, c'est que nous, on travaille Zola. Et vous voyez qu'on est à peu près dans la même époque. On a aussi évoqué, parce que je vous ai fait des parcours dessus, Hugo, que vous devez donc du coup connaître.
Donc ça, ce sont les auteurs du 19e siècle. Ce que vous voyez en bleu, évidemment, ce sont tous les auteurs de romans. Et alors, vous avez en auteur complètement romantique ces auteurs-ci. En auteur réaliste, pardon, Zola, Balzac, et en auteur naturaliste, allez, vous allez trouver Zola, d'accord. J'aurais pu mettre Maupassant, que vous connaissez tous parce qu'il écrit des nouvelles, et on vous a tout le temps dit que c'était des nouvelles réalistes, mais en fait, ce sont des nouvelles naturalistes. Et à la lisière entre le naturalisme et le réalisme, vous avez Gustave Flaubert, qui par certains aspects s'approche du naturalisme, d'accord. Donc le naturalisme, c'est plutôt la fin, la deuxième partie du siècle, d'accord. Et assez étrangement, donc maintenant on bascule dans l'histoire, la période qui intéresse Zola, c'est cette période-ci, d'accord, dont je vous ai parlé tout à l'heure, 1852-1870, sachant que le moment d'écriture de Zola, c'est ici, d'accord. On est dans la Troisième République, on n'est plus dans le Second Empire, d'accord. Remarque au niveau historique, on est dans une très grande instabilité politique, puisqu'on passe d'une république à une restauration, donc la monarchie, à une autre république, puis à l'empire, etc. etc. Donc du coup, on navigue entre l'empire, la monarchie, la république, ce qui est vraiment pas commode, d'accord. Et vous voyez que économiquement et industriellement, on fait face à deux révolutions industrielles. Une qui démarre à la fin du 18e siècle et qui a cours au 19e, et puis une qui redémarre à la fin du siècle. D'accord. Donc évidemment, Émile Zola, il est bercé là-dedans et il va vous en parler. Donc mouvement réaliste, ça démarre, ce que j'ai mis en vert, démarre un petit peu dans les années 1830, comme je l'ai expliqué. Et puis après, à la suite, vous avez le mouvement naturaliste, dont je vais vous parler plus précisément dans les séances à venir, mais je vous ai déjà parlé un petit peu, d'accord. Voilà pour les explications sur l'époque et le rappel pour tout le monde. Bien, avant de lire un texte de Germinal, j'avais envie de vous faire rentrer par le personnage principal de Germinal, qui est Étienne Lantier. Et vous connaissiez un petit peu sa vie avant même le début de l'histoire. Souvenez-vous, je vous ai dit que Émile Zola avait construit une saga de 20 romans, dont Germinal fait partie, et autour d'une même famille. On retrouve chaque membre de la famille dans les divers romans de Zola. Donc ce que vous devez savoir sur Étienne Lantier, c'est qu'il est le troisième fils d'une certaine Gervaise et d'un certain Auguste Lantier. Donc Gervaise, c'est Gervaise Macquart. Il est né à Plassans, comme beaucoup de personnages des Rougon-Macquart. Et au début, Étienne est recueilli par sa grand-mère paternelle. Et quand elle meurt, il est emmené à Paris par ses parents, c'est-à-dire par Gervaise et par Auguste. Ça, c'est ce qu'on voit dans un premier roman qui est La fortune des Rougon. À 8 ans, on le met dans une petite pension de la rue de Chartres, où sa mère paye 5 francs par mois. Sa mère, Gervaise, va être abandonnée par Lantier. Et du coup, elle va se décider de se remarier avec un certain Coupeau qui va maltraiter souvent Étienne. Donc quand Étienne a 12 ans, Gouget l'accepte comme apprenti. Il la surnomme Petit Zouzou parce qu'il a les cheveux coupés très ras comme un zouave. Un zouave, c'est un soldat qui a été recruté, un soldat algérien qui a été recruté par l'armée du Second Empire. Et il est envoyé en apprentissage à Lille et il devient mécanicien. Ça, c'est ce qu'on observe dans L'Assommoir. Donc, vous voyez, un troisième roman. On voit Étienne, mais ce n'est pas un personnage principal. Je vais vous montrer un petit peu l'arbre généalogique des Rougon-Macquart avant qu'on passe à Germinal. C'est ce que vous avez ici, mais que je vais vous projeter en plus gros. D'accord ? Voilà donc. Donc, à 21 ans,
C'est un joli homme au visage fin, à l'air fort malgré ses membres menus. Quand il boit, cela le rend fou. Vous voyez ce que je vous avais dit, hein, c'est une famille qui vit l'alcoolisme comme une tare, hein. Il ne peut avaler deux petits verres sans avoir le besoin de manger un homme. Il a la haine de l'eau de vie, la haine du dernier enfant d'une race d'ivrognes euh, qui souffre dans sa chair de toute cette ascendance trempée et détraquée d'alcool. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Euh, c'est 7, pas Celt. Est-ce que vous pourriez corriger, s'il vous plaît? Vous seriez bien aimable. Étant allé dans un atelier de chemin de fer, il a été chassé pour avoir giflé son chef. Donc on voit déjà aussi que chez Étienne, il y a ce goût pour... enfin, ce goût. Cette, le fait que la hiérarchie l'insupporte. Ça va être très important pour la suite dans Germinal. Donc là va débuter Germinal. Vous voyez qu'Étienne traverse 3 livres, 3 romans. La fortune des Rougons, L'Assommoir, qui est en fait le roman dédié à sa mère, et Germinal. Voilà Germinal, le début de Germinal. Une crise industrielle sévit, il fait des courses inutiles pendant 8 jours, aucun travail à Marchienne, donc c'est là où il s'est arrêté, plus un sou, pas même une croûte. Au travers de la campagne nue, le vent de mars roule un cri de famine. Après une marche de nuit, Étienne arrive tout grelottant à la fosse du Voreux. Donc c'est la mine, hein. Une mine de charbon, tassée au fin fond d'un creux à 2 km de Montsou, avec ses constructions trapues de briques et sa cheminée dressée comme une corne menaçante. La fosse a un air mauvais de bête jalouse, accroupie là pour manger le monde. Vous voyez que j'ai utilisé la comparaison. C'est parce que c'est pas anodin, hein. C'est tout simplement que Zola a tendance à transfigurer les descriptions de lieux. On en reparlera. Toussaint Maheu embauche Étienne comme herscheur, hein. Alors un herscheur, c'est un ouvrier qui pousse les wagons de minerai avant que la mécanisation n'existe. Il va gagner 30 sous par jour pour un rude travail de manœuvre. Mais il va pas se résigner, il peut pas, Étienne ne peut se résigner à vivre comme ça dans la souffrance et la misère, le travail qui accable. Et donc dès le premier jour, il a bien envie de partir, sauf qu'il tombe un peu amoureux de Catherine Maheu. Donc Catherine, on voit bien qu'il y a une romance en plus pour tenir cette histoire, en plus d'une vision sociologique et d'une vision historique. À son inconscient amour pour la herscheuse, que le grand Chaval, un concurrent, va prendre sous ses yeux et disputera jusqu'en la mort, se mêle un souffle de colère devant la besogne trop dure et devant l'humiliation d'être sous la terre, une bête qu'on aveugle et qu'on écrase. Il restera pour peiner et se battre, mais, va-t-il penser, est-il possible que des hommes se tuent à un si rude métier dans cette nuit mortelle et qui n'y gagnent même pas les quelques sous du pain quotidien? Et du coup, Étienne va monter une révolte populaire au Voreux. En gros, il va former ce qu'on appelle un syndicat avec une caisse. Il va pousser à la grève et pousser à la révolte. Mais ce goût-là de la révolte et d'être chef parmi la révolte, cette ambition de couler les actionnaires, de mettre à terre les patrons bourgeois, eh bien ça va aussi conduire Étienne dans une forme de démesure. D'accord, il va se perdre un petit peu dans cette activité de révolutionnaire. Je ne vous dis évidemment pas la suite. Mais voilà le propos de Germinal. Moi, je vous propose d'entrer cette fois-ci dans le texte pur de Germinal, en démarrant par la partie 1, évidemment, chapitre 4. Et je vous propose de vous poser les questions suivantes auxquelles on va répondre à la séance d'après en séance 2. Donc, c'est un travail que vous avez à mener là, je n'y répondrai pas. Vous verrez que sur la page suivante, vous avez de quoi prendre des notes si vous le souhaitez. Vous pouvez annoter votre texte, le surligner, etc. C'est votre travail à faire, d'accord? Et je reviendrai dessus en séance 2. Ça me servira de transition pour faire le travail de séance 2, d'accord? Donc, vous allez voir apparaître un nombre de points de vue internes et omniscients, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la tête du personnage ou on va rentrer dans la tête de plusieurs personnages pour vivre l'action au plus près et découvrir cette mine
avec Étienne Lantier au départ. C'est le premier voyage dans la mine d'Étienne. À ce titre, j'aimerais que vous posiez 3 questions. Quelle vision du travail du mineur ce texte donne-t-il? C'est le premier aperçu pour le lecteur. Donc, qu'est-ce que Zola dit du travail de mineur? Pensez bien qu'il y a chez Zola l'envie de vous informer, mais aussi l'envie d'argumenter, d'accord? Il y a le terme supplice qui est utilisé. Est-ce que vous pourriez le justifier? Qu'est-ce que c'est que le supplice? Et pourquoi du coup, c'est utilisé par Zola? Et puis j'aimerais que vous releviez des comparaisons et ou des métaphores. euh, et je vous demande de les associer à des images de la mine. Voilà, hop, j'ai repéré telle comparaison. Ça donne telle image de la mine. D'accord? Ça, c'est votre travail à faire sur le texte. Je vous lis le texte. Et puis après, je vous laisse vous débrouiller. C'est votre travail, le travail à mener aujourd'hui sur le texte, puisque là, ça fait que 20 minutes que je parle environ. Donc, vous avez largement le temps de consacrer une petite demi-heure à ce texte-là, ce qui fait 1 heure de travail sur les 1h30 prévues au départ. Voici le texte que je vous lis. C'était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu'à 35 degrés. L'air ne circulait pas. L'étouffement à la longue devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, fixer sa lampe à un clou, près de sa tête, et cette lampe, qui chauffait son crâne, achevait de lui brûler le sang. Mais son supplice s'aggravait surtout de l'humidité. La roche au-dessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisselait d'eau, de grosses gouttes continues et rapides, tombant sur une sorte de rythme entêté, toujours à la même place. Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque, elle battait sa face, s'écrasait, claquait sans relâche. Au bout d'un quart d'heure, il était trempé, couvert de sueur lui-même, fumant d'une chaude buée de lessive. Ce matin-là, une goutte s'acharnant dans son œil le faisait jurer. Il ne voulait pas lâcher son havage. Il donnait de grands coups qui le secouaient violemment entre les 2 roches, ainsi qu'un puceron pris entre 2 feuillets d'un livre, sous la menace d'un aplatissement complet. Pas une parole n'était échangée. Ils tapaient tous, on n'entendait que ces coups irréguliers, voilés et lointains. Les bruits prenaient une sonorité rauque, sans un écho dans l'air mort. Et il semblait que les ténèbres fussent d'un noir inconnu, épaissis par les poussières volantes du charbon, alourdis par des gaz qui pesaient sur les yeux. Les mèches des lampes, sous leurs chapeaux de toile métallique, n'y mettaient que des points rougeâtres. On ne distinguait rien, la taille s'ouvrait, montait ainsi qu'une large cheminée, plate et oblique, où la suie des 10 hivers aurait amassé une nuit profonde. Des formes spectrales s'y agitaient. Les lueurs perdues laissaient entrevoir une rondeur de hanche, un bras noueux, une tête violente barbouillée comme pour un crime. Parfois, en se détachant, luisaient des blocs de houille, des pans et des arêtes, brusquement allumés d'un reflet de cristal. Puis, tout retombait au noir. Les rivelaines tapaient à grands coups sourds. Il n'y avait plus que le halètement des poitrines, le grognement de gêne et de fatigue, sous la pesanteur de l'air et de la pluie des sources. Évidemment, un peu plus bas, vous avez quelques mots de vocabulaire pour vous aider que j'ai numérotés dans le texte. Donc, je rappelle, il convient maintenant de répondre aux questions que vous trouvez ici, d'accord, par un travail de surlignement et d'annotation dans le texte ici. Puis, vous collez ceci dans votre carnet de lecteur qui sera votre travail de synthèse sur ce texte, d'accord? Avant de coller ceci dans le carnet de lecteur, je vous recommande fortement de faire une page de garde comme on a fait pour les autres séquences, d'accord? Où vous écrivez au milieu, en gros, Germinal, Émile Zola, 1885, d'accord? Objet d'étude, le récit et le roman du 19e siècle au 21e siècle. Et ensuite, vous collez, page suivante, votre écrit d'appropriation, qui sont en fait la synthèse de vos notes. Et moi, de mon côté, demain pour les secondes 8 et jeudi pour les secondes 2, je poursuis, je corrige ce travail qui donnera lieu ensuite à un groupement de textes, c'est-à-dire plusieurs textes de Germinal
qui se concentre sur la thématique de la mine. D'accord? Donc on va poursuivre ce questionnement-là, particulièrement celui-ci, la dernière question. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon travail qui doit durer entre les 15-20 minutes tout au plus, d'accord, de réflexion sur le texte. Peut-être que ça vous prendra 5 minutes de plus de faire votre page de garde et de coller ce travail-là ou de le recopier pour avoir une petite synthèse. Voilà. Bonne fin de journée à vous. Donc voilà l'arbre généalogique que Zola a construit pour que ces 20 romans fonctionnent de manière très claire et qu'on puisse suivre cette histoire de famille. Alors comme je vous l'avais dit, vous avez les Rogons au tout début de l'arbre et on voit aussi apparaître peu à peu les Macquart. D'accord ? Et comme je vous l'ai dit, la mère d'Étienne est Gervaise. On voit dans ce document, ce document préparatoire à l'écriture chez Hugo, la destinée de ces personnages. Par exemple, on sait que Gervaise va mourir. D'accord ? On sait que Étienne, qui est juste à côté, qui va être un des personnages principaux, va vivre. Vous voyez ? Donc ça, Zola le prévoit d'entrée de jeu. Et ce que vous voyez en plus petit, alors on ne peut pas le deviner, c'est quelques informations de Zola de base pour expliquer comment le personnage apparaît dans l'histoire et où est-ce qu'il naît, etc., etc. Ça crée de la cohérence évidemment dans la construction de sa saga. Mais revenons à Germinal et donc à la suite de l'histoire des... Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séquence numéro 5, la dernière de l'année, qui prévoit d'être courte ou du moins écourtée puisque la fin de l'année approche. Nous allons nous consacrer à l'objet d'étude sur le roman et notamment le récit. Certains d'entre vous ont ce roman en leur possession, c'est-à-dire tous les secondes 2. Les secondes 8 ne l'ont pas et c'est pourquoi je vais choisir de vous présenter l'œuvre en utilisant pas mal de petites VST ou petits parcours au travers de l'œuvre, c'est-à-dire des petits groupements de textes qui vous permettront de découvrir l'œuvre. Donc il s'agit de travailler Germinal, qui est un gros roman du 19e siècle. Pour moi, c'est une façon de clore la boucle qu'on a entamée en début d'année, puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai eu à cœur de démarrer l'année avec une comédie de la fin du 19e siècle, et là, nous finissons l'année avec un roman de la fin du 19e siècle aussi. Par ailleurs, durant l'année, nous avons travaillé autour de la thématique de la justice et notamment de la peine de mort, et nous avons largement mobilisé des textes du 19e puis du 20e. Bref, le 19e siècle était au cœur, en réalité, de cette année de seconde. J'ai encore des choses à vous dire sur le 19e siècle, puisque le 19e siècle est un siècle fondateur pour le roman, puisque le roman va observer une révolution dans sa construction et dans ses fonctions. Alors voici ce que nous allons faire dans cette séquence. En histoire littéraire, c'est-à-dire pour vous faire connaître l'évolution de la littérature et des genres, je veux d'abord vous faire comprendre dans quel contexte d'écriture se situe Émile Zola lorsqu'il écrit Germinal. Ensuite, j'aimerais que vous ayez une idée de l'évolution du roman à travers les siècles et particulièrement de l'évolution majeure dont je vous ai parlé à l'instant, celle qui s'opère au XIXe siècle. Mais nous partirons à peu près du XVIIe siècle pour que vous puissiez comprendre comment le roman peu à peu s'est transformé en un genre phare de la littérature, alors qu'au départ c'était un genre qui était considéré comme un genre bâtard, sans loi. Ensuite, on va observer les caractéristiques
et déduire les enjeux, c'est-à-dire les fonctions du mouvement naturaliste, et avant ça du mouvement réaliste, puisqu'au XIXe siècle, en fait, deux grands mouvements sont à l'œuvre en plus du romantisme, le réalisme puis le naturalisme, sachant que le naturalisme est la suite du réalisme, et je vous expliquerai en quoi ça consiste. Euh, c'est c'est fondamental pour comprendre le roman. Et puis, on découvrira les modalités d'écriture de l'œuvre de Germinal par Zola, puisque Zola, étant un auteur naturaliste, est un auteur qui se documente énormément et construit, planifie énormément son œuvre. C'est très intéressant d'observer ses brouillons puisqu'on voit son process d'écriture. Ensuite, dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous allez apprendre à faire ou ce que vous allez perfectionner? D'abord, je voudrais être bien au clair puisque j'ai reçu parfois de drôles de messages. Je pense que ce sont des élèves qui n'écoutaient pas forcément les capsules et qui faisaient le travail simplement qui était à faire. Donc je vais vous rappeler en quoi consistent les écrits du bac puisqu'on est en fin d'année et que vous vous préparez à passer en première. Donc je vais vous rappeler ce que c'est qu'un commentaire de texte et une dissertation. Alors il y en a pour qui c'est acquis, d'autres apparemment pas. Et puis je vais vous présenter aussi l'épreuve orale du bac pour que vous puissiez avoir une idée du niveau d'exigence attendu et du travail que ça implique, hein, puisque a priori il y en a qui ont bien compris que le français c'était une matière centrale, mais pas tout le monde. Ensuite, on va poursuivre notre travail sur le commentaire de texte, hein, ça va faire déjà 3 séquences qu'on est dessus, 3 séquences de confinement. Et donc du coup, je vais vous réactiver tous vos petits réflexes et vous montrer que vous avez besoin de connaissances que vous avez normalement déjà à disposition pour commenter et analyser les textes. Donc on va se perfectionner sur ce geste d'interprétation, analyse, citation. Pour étudier du roman, on a besoin des points de vue, c'est obligatoire, hein, il n'y a pas de roman sans point de vue. Donc c'est une notion qui date de la 4e que je vais vous faire réviser. On va revoir aussi ce qu'on appelle les discours rapportés, hein, ça c'est quand on fait parler les personnages à l'intérieur d'un roman. Et puis, je vais vous rappeler quelques petites notions de base que vous devriez avoir pour aborder une description, et particulièrement la description chez Émile Zola, qui est fondamentale, importante, hein. Les évaluations prévues sont les suivantes. Je vais vérifier d'une manière ou d'une autre, par des petits tests ou par les Padlet, un certain nombre de choses. Notamment, je vais vérifier votre lecture des parcours ou des VST. Alors, ce ne sera pas le cas sur la deuxième séance, mais ce sera le cas sur les suivantes. Et puis, je vais vérifier votre travail d'interprétation et de mise en plan des passages du roman, puisqu'on va continuer de travailler sous la forme, enfin plutôt en direction du commentaire composé ou du commentaire littéraire ou du commentaire de texte, peu importe le mot. Et puis enfin, je vous proposerai évidemment des travaux d'appropriation que vous devrez me poster sur un Padlet, cette fois-ci commun aux deux classes, autant qu'on réunisse les deux classes ensemble. Vous pouvez prendre la séance numéro 1 que nous allons entamer.